Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? La bière! La campagne terminée. C'est du général, vite. Mais tremblez pas comme ça fait de la mousse! Pas si vite! Salut à toutes et à tous, la compagnie des gamers, ici Gamer88, j'espère que vous allez bien. Ma foi, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale à côté histoire, oui j'en ai déjà fait. Mais aujourd'hui ça va être un côté histoire un petit peu particulier, simplement parce que je vais vous parler d'une bataille qui s'est déroulée très proche de ma ville, juste à la montagne au-dessus là-haut. Alors je vais vous montrer cette montagne, où c'est qu'on va aller. On va à la montagne là-haut, là où il y a la statue là, qui est toute petite, mais... je vous assure que quand on est là-haut, elle est énorme, elle est gigantesque. Enfin, gigantesque, plutôt de taille raisonnable, là, vous voyez. Je lance la intro. Oui, parce que j'ai créé une nouvelle intro, spécialement pour les côtés histoire. Allez, intro. Les petits amis, et bien voilà, nous allons partir à pied à l'aventure là-haut. Bon, c'est pas super loin, il y a entre 30 et 45 minutes de marche, donc ça fait quand même une bonne petite marche. J'avais envie de marcher, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller là-haut, mais c'est vrai que là-haut, il y a eu une bataille, et je me suis renseigné un petit peu, voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé là-haut, entre les dates du 12 octobre et du 28 octobre 1944. Une bataille qui a été surtout à l'honneur du 6e régiment de tirailleurs marocains, donc des indigènes, qui n'avaient pas été trop honorés jusque-là, mais ils avaient quand même connu pas mal les combats depuis le débarquement de Provence en bas, voilà. Et accompagnés de la 3e DIA, donc la 3e division d'infanterie américaine, qui eux également avaient engagé le combat, enfin étaient sur la route depuis le débarquement, donc ils étaient un peu fatigués tout ça. On va aller à cette fameuse statue, derrière il y a un mémorial spécial pour cette bataille, et une fois là-haut je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. A tout de suite les amis, nous sommes partis pour un grand voyage.
Je viens d'entendre un gros bruit d'animaux en haut, enfin je sais pas si c'est un animal. Mais je dois admettre que c'est assez flippant. C'est là qu'on se dit que la nature essaye de reprendre sa place des fois. On a beau être à l'abri dans nos villages et dans nos grandes villes, mais dès qu'on s'aventure en forêt tout seul, c'est vrai qu'il faudrait à la limite se prendre un couteau au cas où. Parce qu'on peut très bien tomber sur un énorme cerf ou un sanglier. On sait jamais. Enfin voilà. En tout cas, la prochaine fois j'y penserai. Je prendrai un couteau quand même au cas où. Parce qu'on sait jamais. Allez, il fait chaud. J'ai marché, 20 minutes. Et il fait chaud en plus. Il fait super lourd. Il y a des nuages, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, je regarde derrière moi parce que j'ai entendu que ça s'est déplacé par là. Donc, à mon avis, c'est pas une grosse bête, mais ça peut très bien être un renard ou alors un petit écureuil, un lapin. Ça peut être n'importe quoi. Mais bon, si ça avait été un ours, je l'aurais remarqué. Puis là, t'as le grizzly qui arrive derrière moi. Allez, à tout à l'heure. On a du courage, les amis. Vive la compagnie des gamers. Vive les chevaliers du gaming. En avant. Oh, une tuile. Il y a une tuile au beau milieu de la forêt. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là? Eh ben, je pense que ça a été installé pour le club vosgien pour je sais pas quoi. Probablement pour un certain truc. Vous voyez, je suis en train de cracher mes poumons là. Heureusement, il y a des arbres partout autour de la forêt pour que je puisse bien respirer. Heureusement. Bon, je vais vous parler du club vosgien. Qu'est-ce que c'est? C'est une association de marcheurs des Vosges qui a été créée dans les Vosges. Aujourd'hui, elle parcourt un peu toute la France pour aller faire des randonnées, pour marcher. Et c'est pas seulement leur seul but. Le club vosgien, mon grand-père en a fait partie. Il sert aussi à... On va monter par là, c'est par là. Il sert aussi à entretenir les forêts, les sentiers. Quand nous, on va aller se promener. Tous les ans, à peu près. Dans les Vosges, je parle ailleurs. C'est peut-être pas eux qui entretiennent. Mais déjà rien que sur Cornimont, il y a 80 km de sentiers. Donc je vous laisse imaginer le boulot. Ils entretiennent tout. Ça va du ramassage des détritus que les gens laissent quand ils partent en rando ou en pique-nique, jusqu'à enlever les mauvaises herbes, les petits bouts de bois. Si des fois il y a un arbre qui est tombé ou je sais pas quoi, un arbre mort, tout ça ils l'enlèvent. Voilà. Ils s'occupent de tout ça. Pourquoi je vous en parle aussi? C'est parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Attendez, je m'arrête 2 secondes parce que je peux plus. Vous voyez les détritus là? Ceux-là, ceux-là, ils sont ramassés par le club vosgien. Si vous voyez pas bien à l'écran, c'est une capsule de canette. Hein. Bon, je fais une petite pause hein, parce que franchement, je suis claqué là. J'ai monté vite. En plus, il fait lourd. J'ai pas pris d'eau. Ouais, j'aurais dû prendre de l'eau. Je me suis dit, ouais, ça va le faire, j'ai l'habitude. Le problème, c'est que ça fait presque un an que je n'ai pas monté ici. Que je suis pas monté ici. Ça fait un an que j'ai pas venu. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Donc, ce que je disais sur le club vosgien, c'est que dans les années 40-44, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont aidé aussi les gens, les soldats qui avaient perdu la guerre, les juifs, tout ça. Ils se sont reconvertis un petit peu comme passeurs pour certains, puisqu'ils connaissaient très bien les régions et tout ça, surtout la région des Vosges. Et du coup, ils aidaient les gens à passer la frontière pour aller en Suisse, et afin qu'ils soient à l'abri, quoi. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans le film Nos Patriotes avec Louane. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est très beau. Enfin voilà, je vais pas m'étendre dessus, sinon ça va vous spoiler. Je vais vous montrer un autre petit truc. Avant, il y a environ un an, il y avait un panneau ici. Voilà, un gros panneau. Pourquoi il y avait un gros panneau? Je vais vous expliquer. Vous allez le voir tout de suite. Donc vous voyez par exemple, le chemin là, il n'est plus utilisé. Avant, il y avait un chemin ici il y a quelques années. C'est encombré, à mon avis, ils ont dû le supprimer parce qu'il devait être peut-être trop dangereux, trop pentu. Alors regardez ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la forêt? Vous voyez, non, c'est pas un château au fort. Hein. En fait, je vous explique. Je sais pas vraiment en quelle année, quoi, au 18e, 19e siècle. Ici, il y avait un bar. Il y avait un bar. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'à l'époque, dans notre région, beaucoup de monde était bûcherons, quoi. C'est beaucoup les bûcherons qui passaient ici. Pour monter et descendre les grumes, ils utilisaient des mules pour descendre et monter les bouts de bois et tout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la route que vous verrez pas aujourd'hui.
La route de Xouls, elle n'existait pas. Enfin, elle existait, mais il n'y avait pas tous les chemins de randonnée de maintenant. Du coup, ce bar-là servait un petit peu de refuge pour les bûcherons quand ils faisaient une pause, quand ils mangeaient le midi par exemple. Ils se réfugiaient tous là, puis c'était quelqu'un avait ouvert un petit bistrot, voilà, pour les servir tout simplement, pour éviter de redescendre jusqu'au village, parce que ça prenait presque, une bonne demi-heure pour redescendre et pour remonter. Et pour éviter ce voyage pour rien, puisque bon, le métier de bûcheron à l'époque était quand même, même encore aujourd'hui peut-être, mais maintenant il y a plus de machines, tout ça. C'est un métier qui reste encore très dangereux, mais je veux dire à l'époque ils étaient encore plus fatigués, ils faisaient tout à la hache, à la scie égoïne, enfin voilà. Enfin la grosse scie égoïne, hein, que tu peux scier à deux, pas la petite scie, voilà. Du coup voilà, ça servait à ça. Alors ici on se rapproche vraiment de l'objectif. Notre-Dame de la Paix. Je trouve que c'est quand même joli cette allée là avec tous les arbres. C'est vraiment joli. Allez, on termine cette ascension et on va voir notre chère Madame de la Paix. Jésus, Marie, Joseph. Nous y voilà les amis. La Grande Roche. Nous y voici tout près des Hauts du Fin. Il est pas mignon ce petit banc là-bas. Le mec il veut nous raconter un truc, il regarde que les bancs. En même temps ça fait 1 heure que je marche. Une demi-heure, 1 heure avec tous les plans que j'ai dû prendre. Et donc, je suis un peu claqué. Et voici notre beau village. Ouais, il y a 6 maisons. Non, je déconne. Waouh, la grande ville. Beaucoup de gens disent qu'on a une superbe région. Et je les crois. Franchement, je les crois. On va à la table d'orientation et on revient. Maintenant qu'on a un plan sur l'église, voilà, ça bouge plus, je vais vous raconter un peu l'histoire de Cornimont. Quand la forêt bordait la Moselotte, on raconte que Charlemagne avait un rendez-vous de chasse dans la vallée de la Moselotte. Il traversa un bois de saules presque impénétrable vers Saulxures. Donc Saulxures, c'est un village qui est un tout petit peu plus loin par là-bas. Le village voisin, voilà. Puis la rivière en face d'un bois de chêne, 2 bœufs sauvages furent abattus. Mais un 3e blessé se serait enfui pour mourir au col entre les villages de Saulxures et de Ramonchamp. Depuis le lieu où mourut la bête porte le nom de Morbieux. En remerciement, Sa Majesté offrit au guide de chasse une corne d'auroch. Les habitants de Cornimont parlent d'une corne trouvée en forêt. En tout cas, la dite corne fétiche et vénérée fut conservée longtemps en mairie. Disparue aujourd'hui, on lui doit l'une des explications du nom de Cornimont. Alors, il y a autre chose. Quand l'activité humaine s'organisait autour de la Moselotte, au XVIIe siècle, le centre de Cornimont n'était probablement qu'une vaste prairie marécageuse. Le bétail pouvait y paître. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pransier signifie paître, d'où la place de la Pransière. Donc c'est de là que vient le nom de notre place principale. Les hommes travaillent à l'exploitation agricole et montent en forêt. La morte saison venue, la forêt recule. C'est l'époque des grands défrichements. La Moselotte et ses afflux participent à la transformation du bois et à son transport. C'est l'apparition des scieries et du flottage. Donc voilà, la petite maison que je vous disais tout à l'heure, c'était un bar. Elle servait de ça, de refuge, voilà, parce que vous voyez que les scieries, les bûcherons et tout, c'était à la mode à l'époque, au XVIIe siècle. La Moselotte, c'est le nom de notre rivière en fait, voilà pour ceux qui n'ont pas compris. La Pransière, c'est notre place principale, et donc le nom Cornimont viendrait de Charlemagne qui aurait offert une corne en remerciement. Donc certains disent qu'il l'a perdue et qu'elle a été retrouvée, une corne d'auroch. C'est pas des bœufs, c'est des aurochs, c'est une corne d'auroch, donc des bêtes un peu préhistoriques qui étaient très rares à l'époque. Enfin voilà. Du coup voilà, je vous ai fait un petit topo sur la situation de mon village. Maintenant que nous sommes ici, regardez bien cette statue. Voilà, alors c'est la Notre-Dame de la Paix, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Et regardez un petit peu la couleur. Elle vous fait pas penser à une autre statue? Eh oui, c'est bien la couleur de la Statue de la Liberté. Cette statue a été créée par la même entreprise que celle qui a créé la Statue de la Liberté de New York à New York, quoi. C'est la même entreprise, quoi. Voilà.
Donc la statue vient de la même entreprise que la Statue de la Liberté à New York. Bon, je vous ai remis le même plan à peu près, hein. Voilà. Parce que j'ai encore quelque chose à vous lire, qui fait partie également de l'histoire de mon village. Alors, c'est parti. L'aménagement des rivières est mis à profit par les premières fabriques de textiles. Oui, parce que les fabriques de textiles, ça a aidé les Vosges pendant des années, surtout notre village. C'est ça qui lui a permis d'avoir autant d'habitations et tout ça. C'est grâce à lui qu'on a eu le chemin de fer. À l'époque, il y avait le chemin de fer à notre ville, à notre village. Maintenant, elle n'existe plus parce que ça ne sert plus à rien, hein. Il y a les bus, voilà. Elle a été changée par une voie verte. Voilà. Donc, c'est pas fini. Fini le tissage du coton ou du lin dans les fermes, place à la mécanisation. Les usines ronronnent. Cornimont change, les fermes du centre disparaissent, le village s'organise avec des nouvelles maisons, des nouveaux commerces. Une église s'implante au cœur des tissages, parfaitement alignée, sur l'anse de la Moselotte maîtrisée. Cornimont s'étire tout le long de la vallée. Aujourd'hui, les cheminées ne crachent plus de fumée. Fini la tradition ancienne de l'ouvrier paysan qui avait tissé des liens étroits entre vaches, fibres naturelles et sapins. Voilà, donc attends, je vais vous montrer la cheminée. Voilà la cheminée. Vous voyez, attends, je vais essayer de zoomer un peu encore. Hop. Elle fait à peu près la hauteur de l'église, hein, donc c'est pour vous dire. Je ne sais pas si on va bien pouvoir la voir. Voilà, elle est là. Vous voyez la cheminée là, voilà. Bon ben voilà, on est au mémorial du 16 au 28 octobre, oui parce que d'ailleurs j'ai dit du 12 mais sur Wikipédia il parle du 12, que ça a commencé simplement, la bataille a seulement commencé le 16, enfin vous allez le savoir après, hein. 1944, le 6e régiment de tirailleurs marocains combattit héroïquement sur le haut du Fin pour la défense de Cornimont. Bon ben voilà, maintenant je vais vous raconter tout ça. Voilà les amis, maintenant je vais vous parler de cette bataille en détail. Donc j'ai réussi à trouver une place puisqu'il y avait plein de gens et tout. Les gens ils m'ont regardé limite, ouais pourquoi tu me filmes et tout. Bah, j'ai pas filmé les gens, enfin une fois sans faire exprès mais je parlais pas donc j'ai supprimé la vidéo. Mais les gens se demandent toujours qu'est-ce que tu fous. Bah, je partage l'histoire de mon village, je leur ai dit. Il y en a certains qui me disent ah ouais c'est bien, mais bon moi j'aime pas parler à 3 mètres des gens, ils croient que tu parles tout seul et que t'es fou, mais bon, tant pis. C'est pour mon plaisir, donc je les en kikine. Alors, sur Wikipédia, il parle de la bataille depuis le 12 octobre, mais nous on va avancer au 16 octobre, jour de la bataille. Hein. Simplement parce que les 4 jours d'avant, c'est juste l'armée des tirailleurs marocains et puis les Américains qui arrivaient. Il faut savoir que pour la bataille, ils sont pas montés par où je suis monté, eux ils venaient plus par derrière là-bas. Les Américains avaient établi leur QG, enfin leur PC, leur point de contrôle, leur point de commandement dans une usine en dessous. Là, j'aurais pu vous y emmener, mais je me suis dit que ça ne servirait pas à grand chose. Voilà. Et ils sont montés par un petit sentier, juste par là-bas en fait, du côté de la Bresse. On va commencer le 16 octobre. Il faut que je trouve parce qu'il y a du soleil et c'est chiant à lire quand il y a du soleil. Ça fait mal aux yeux, on voit pas bien. Hein. Le 13, le 14. Alors voilà, attendez, je vous donne un chiffre. Les 3 bataillons et le PC sont réunis. Et le 14 octobre, hein, l'échelon muletier, oui, parce que les Marocains avaient des mules, plus de ça, enfin ils avaient 500 mulets en fait. Les Américains avaient des chars, bah, les Marocains des mulets, hein, chacun son truc. Il y avait 4400 hommes, dont 3000 Marocains. Donc ça veut dire qu'il y avait 1400 Américains à peu près. Et plus qui ne sont peut-être pas plus de 50 qui n'aient pas vu le feu et un équipage de 500 mulets. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une cinquantaine d'hommes qui n'avaient peut-être pas vu la guerre jusque dans les Vosges. Enfin je veux dire, ils ont tous vu le combat à un moment donné avant ça.
puisque en octobre la guerre va presque toucher à sa fin, hein. On est à moins d'un an de la chute d'Hitler. Il faut savoir que le haut du Fain, c'est la ligne d'hiver d'Hitler. En fait, c'était la première ligne de défense pour l'Allemagne, hein, puisque derrière il y a l'Alsace, voilà. Et Hitler comptait l'Alsace parmi la patrie allemande, hein. En 1870, elle a été annexée par les Prusses. En 1918, elle a été reprise par la France. Et en 1940, Hitler a réannexé cette région-là de l'Alsace et a établi sa première défense là. D'ailleurs, en Alsace, c'est là qu'il y a eu le seul camp de concentration en France, qui est le Struthof. Enfin, je vous en parlerai peut-être une autre fois, hein, on verra. Pour l'instant, c'est la bataille du Haut-Rhin, du Haut-Fain qui nous intéresse, pas du Haut-Rhin. Le soir de 14, le colonel Baillif rassemble ses principaux subordonnés du CT2. Oh, je comprends rien là. Je sais pas c'est quoi. Engagés de part et d'autre de Cornimont dans la vallée de la Moselotte et celle du ruisseau de Xulz. Donc le ruisseau de Xulz, c'est une annexe de Cornimont en fait. Est arrêté dans l'une et l'autre vallée par les réactions ennemies. Voilà, donc ils avaient déjà rencontré les ennemis. Exténués parce qu'elles combattent depuis le débarquement, les unités ne peuvent fournir l'effort de s'emparer de l'énorme belvédère qui domine de 500 mètres la vallée du Haut-Fain, 1003 mètres. Le 6e régiment de tirailleurs marocains, frais jusqu'alors en réserve d'armée, devrait avoir la force d'enfoncer la porte qui mènerait en vue de Colmar. Oui, donc voilà, quand je vous disais, les Américains, ils ont combattu depuis le débarquement. Les Marocains, eux, je ne sais pas s'ils ont fait des batailles avant. Quelques-uns ont vu le combat. Mais bon, ça n'a pas été aussi intense que du côté américain, puisque bon, ça n'a pas été aussi intense, enfin je crois pas. Alors, en tout cas, ils disent que non, apparemment. Le dimanche 15 octobre, par un beau jour doré d'automne, les commandants des unités chargées de l'attaque vont reconnaître leurs objectifs depuis le droit de Cornimont, enjambant la profonde vallée de la Moselotte et la route de la Bresse. Le regard pointe vers le haut du Fain, en direction de l'hospice de Cornimont. Donc la Bresse, c'est un autre village voisin, hein. Il y a Saulxures et il y a la Bresse. De Cornimont, on y accède par un chemin de terre qui, laissant à main droite la Grand Roche, défile en balcon devant le hameau de la Charme. Par-delà l'horizon visible, le bois s'étend. Fer à repasser géant de 1200 mètres en plein cœur des Vosges et de la position ennemie. Les premiers barbelés sont installés sur la Grand Roche, écrit le capitaine Cotias. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un bruit là-bas. Pourtant c'est loin. C'est le bruit qui porte. L'affaire se fera avec 2 bataillons en tête. L'affaire du Haut-Fain a fait l'objet de plusieurs relations officielles ou officieuses et de récits de publications de souvenirs fragmentaires. Le récit qui suit tente de faire la synthèse des informations compte rendu du capitaine Cotias, amené dès le début à commander la 2e unité. L'attaque est prévue pour le 16 octobre. La base de départ sera la route 86 entre Cornimont et la Bresse. De part et d'autre de l'hospice de Cornimont, on ne sait pas encore à cette date que le Haut-Fain est une position clé de la Winter Linie. Voilà, donc la ligne d'hiver que je vous parlais tout à l'heure, sur laquelle Hitler compte défendre la patrie allemande. Voilà, donc c'était la première barrière défensive allemande, hein, qui protégeait la nation allemande avant d'arriver en Alsace et puis à la ligne Siegfried, hein, le dernier rempart avant l'Allemagne. Le 16 à minuit, le 6e régiment de tirailleurs marocains commence son approche. Il tombe une pluie fine, hargneuse. Le froid est vif, la nuit est d'encre, trouée par les éclairs éblouissants, les éclatements des obus et des mortiers. Les hommes en silence traversent le bois de Bamont, colonne par un, se tenant par le pan des capotes pour ne pas s'égarer, glissant, roulant dans la boue, se heurtant aux rochers, se déchirant les mains et le visage aux ronces marches odieuses du Bifin. Les tirailleurs, pourtant, sont joyeux. Il y a du boche au bout. À 5h30 du matin, on atteint la base de départ. La section d'éclaireurs du 1er bataillon est envoyée en bouchon sur la route de la Bresse.
près du 3e régiment de tirailleurs américains peut-être, ou d'artillerie. Le commandant Franco installe le PC du 6e régiment de tirailleurs marocains près de l'usine sur la route, donc l'usine que je vous parlais tout à l'heure. Le commandant Diebold place celui du 3e bataillon 6e régiment de tirailleurs marocains au nord-est de l'hospice, donc c'est un tout petit peu plus loin. L'hospice, c'est un tout petit peu plus loin que le premier groupe de la 6e est encore dans le bois de Baumont, donc l'unité, celle de renfort en fait. Ils sont encore en renfort au cas où. L'objectif du 4e, la 4e unité est le canton des Yezes, plateau découvert au nord du haut du phare. Donc ça je sais pas où c'est, ça doit être par là, pas trop loin je pense. Comme objectif intermédiaire. Donc l'objectif du milieu, la route en balcon qui passe au-dessus du hameau de la Charme. Voilà, donc c'est tous les coins par derrière, je connais pas tout pile poil parfaitement. 5h45, l'artillerie commence le tir de préparation. Donc ça commence, les gars, nous sommes partis en pleine bataille. À 6h, l'attaque démarre. Le deuxième groupe du 6e, voilà, du 6e régiment de marocains. En premier échelon, la 5e compagnie, donc les Américains. À gauche, la 6e, enfin je sais pas si c'est les Américains, mais c'est compliqué. Faut tout savoir. La 6e à droite, la section d'éclaireurs faisant la liaison entre les deux. La deuxième section de la CM, je sais pas c'est quoi, en appui direct. En deuxième échelon, la 7e. Je comprends rien. Les pentes sont gravies allègrement, les guetteurs ennemis débusqués. À 7h15, une rafale d'obus de 150 tombe sur le PC, donc à l'usine. Le commandant Franco est gravement blessé, ainsi que le médecin capitaine Mathieu, l'officier de liaison d'artillerie et quelques autres. Le capitaine adjudant-major Cotias prend le commandement, le médecin auxiliaire Beniolel assure le service de santé. Au lever du jour, les sections de tête tiennent sous leur feu le chemin en balcon, donc le premier objectif, mais ne peuvent s'y installer. L'ennemi pousse les renforts vers la Charme où se déroule pendant 2 heures un combat acharné conduit par le CM12, je sais pas ce que c'est, le SME2, de murette en murette, à la grenade ou au pistolet mitrailleur, parfois au corps à corps. Le capitaine Cotias envoie l'ordre de reprendre la progression à partir de 13h, tandis que la 7e compagnie doublera la 6e pour déborder par la gauche. La 8e compagnie est sérieusement accrochée à la Grand Roche face à la vallée de Xous. Donc voilà, ils ont bien avancé, ils ont pris le premier objectif, ils sont pratiquement au 3e quoi. Voilà. À 13h, profitant du brouillard, l'attaque reprend. La limite nord-est du bois du Haut-Fin, objectif final est atteinte par la 6e compagnie. Et une partie de la 5e sans grande opposition. La 7e compagnie monte derrière la 6e et va se placer sur la face ouest du bois, tandis que la 8e reste toujours fixée à la Grand Roche par un ennemi qui remonte de Xous vers le droit de Xous. Ok, donc en fait les Allemands arrivaient de Xous, de par là-bas, et les Alliés arrivaient de l'autre côté. Il y a un groupe qui était ici en train de défendre, il y a un autre groupe qui était plus bas. Celui qui était en renfort était encore plus bas, et puis en dessous il y avait le PC à l'usine. Voilà quoi. Alors, on continue. L'artillerie et les mortiers arrêtent les contre-attaques allemandes. D'accord, donc les Allemands n'ont pas pu contrer l'effort allié. À la nuit, la 2e unité du 6e a rempli sa mission, au prix de 14 tués et 38 blessés. Bon, ça paraît pas énorme, hein, mais bon, quand même. Le PC du bataillon s'est transporté à la Charme avec la première section. On a fait 42 prisonniers. Donc voilà, il y a eu quand même 42 prisonniers allemands, c'est pas mal. Le 3e groupe de la 6e a progressé dans un terrain difficile, réduisant successivement les résistances ennemies au prix de pertes relativement faibles. Cependant, le lieutenant Bayon
de la 10e compagnie est tué. Vers 16 h, l'objectif est atteint. Le revers nord-est du canton des Yezes, où l'on s'installe sous la roche de minuit. La droite, en liaison avec le 2e bataillon, le régiment a perdu environ 130 hommes. Donc voilà, on est déjà à presque 200 morts. Enfin non, à 150 morts et 38 blessés. Ça paraît pas énorme hein, comparé aux morts de la guerre, mais il faut se dire que chez nous, à l'époque, c'était un petit village de 5000 habitants. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts, ça a dû vachement bombarder. En bas, ils ont dû entendre les pétarades parce que voilà quoi. Les 2 bataillons s'installent pour la nuit dans la pluie et le froid. On ne peut guère creuser sur le sol granitique. Oui, parce que chez nous, il y a beaucoup de granit. Hein. C'est une région granite. Le ravitaillement et les munitions n'ont pu être poussés. Donc ils sont dans la merde, ils ont presque plus de munitions. Mais comme l'écrira le capitaine Cotias, la vraie bataille du Haut-du-Fin n'est pas encore commencée. Donc voilà, on n'a fait qu'une partie du chemin. On a réussi à arriver au Haut-du-Fin, maintenant il faut le prendre. Le 17, au lever du jour, à 7 h, après une préparation d'artillerie sous la pluie, sous une pluie battante, donc il tombait des cordes, le 291e grenadier bataillon, donc ça doit être les Allemands, ça je pense, attaque la pointe nord du bois sur la SEM2. Voilà, donc c'est les Allemands qui ont attaqué les Américains. Ou les Marocains, pardon. Le SEM, ça doit être, je sais pas quoi, mais ça doit être marocain à la fin. Elle est 6e et 7e compagnie. Ce bataillon est formé de condamnés militaires amenés par camion de Karlsruhe et qui à l'occasion est fourni de se racheter. Voilà, donc c'est des prisonniers allemands des condamnés qui doivent lutter pour la patrie allemande pour se racheter une conduite, en fait, une bonne action entre guillemets. C'était ça les ennemis qu'il y avait contre les Marocains. Dans la nuit, les assaillants ont pu se rapprocher à distance d'assaut. Mais 20 fusils mitrailleurs et les lance-roquettes anti-chars fauchent la première balle dès qu'elle a démarré. Pour y voir plus clair, les tirailleurs ont dû se mettre debout. Chacun plaqué à un tronc de sapin, une deuxième vague est reçue comme la première, mais les munitions menacent de manquer. Ben voilà, je disais ils allaient être dans la merde, ils y sont. Vers 9 h 30, l'ennemi renonce. Il a perdu probablement 700 hommes, 70% de l'effectif. C'est quand même énorme. 700 hommes l'ennemi, donc il y a eu 700 morts du côté allemand et seulement 150 du côté allié. C'est quand même remarquable. Un groupe de Marocains dénombrera 33 cadavres devant son front. Ah, devant son front, donc derrière il y en a eu probablement 700. Ok. Dès 8 h 30, bien que le 3e groupe du 6e soit moins fortement assailli, devant la pression ennemie de plus en plus forte sur la jonction 2e bataillon, 3e bataillon, le commandant Diebold lance sa section d'éclaireurs à l'assaut de la crête dénudée où l'ennemi a installé 2 mitrailleuses à la corne sud-ouest du bois. La SEM3, donc encore une unité de Marocains, réussit mais perd la moitié de son effectif. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de tués. On est déjà à pratiquement 1000 tués, je suis sûr. En 4 jours, ça fait quand même énorme. Le premier groupe du 6e s'est mis en route au lever du jour et arrive dans Cornimont par la route de Saulxures. Dont une partie des maisons brûle, le PC du bataillon s'installe près de l'église. La 2e compagnie, donc voilà, ils arrivent près de l'église, donc l'église que vous avez vue tout à l'heure. Dans le hameau de la Charme, le reste du bataillon SEM en tête s'engage sur le flanc droit du 2e. Donc c'est les renforts qui arrivent, hein. Voilà, ça doit être les Américains qui arrivent là. Et peut difficilement progresser sous les tirs d'écharpe venant du droit de Xulz. Dans la nuit, la 6e compagnie est relevée dans le bois par la 8e. Elle est elle-même placée à la Grand Roche par la 4e. Le 3e bataillon, la 3e unité du 6e ne peut bouger de son côté, car dans son terrain découvert, il est pris à partie par les automoteurs de la région de Ladonchamp. Je suis bloqué. En manœuvrant.
là? Un peu plus par là. Et là, ça va? Un peu plus par là. Ça va là? Non, un peu par là. Ça y est! Mets-le. Feu! Faut attendre un peu. Bravo! Le 18, le colonel Baïf vient inspecter ses bataillons. Une nouvelle contre-attaque est repoussée à 13 h dans le bois où la 6e compagnie vient de remonter. La première unité du 6e échoua dans une tentative de s'emparer du droit de Sousse. Donc voilà, c'est là-bas. Hein. Pour moi, je connais, je sais où c'est, mais vous, bah voilà, c'est un tout petit village qui est rattaché à Cornimont en fait. Voilà. Un calme relatif s'établit. La pluie n'a pas cessé. Les muletiers ont pu monter les munitions et vivres. Voilà. Munitions et vivres, pardon. Je vois pas trop, il y a le soleil. Et redescendre blessés et cadavres par le chemin de terre. Partant de la sortie nord-ouest de Cornimont, passe sous la Grand Roche et traverse la Charme. Cette voie sacrée d'un petit Verdun verra passer pendant des jours les hommes meurtris ou morts, le courant entretenu est de 200 mulets par jour. 200 mulets par jour qui voyaient passer. Vache. À partir du 19, l'ennemi change de tactique et tente de rendre le bois intenable à ses conquérants. Un déluge d'artillerie de tout calibre s'abat sur le bois et ses arrières. Les Allemands peuvent tirer de 3 côtés, car la position française est en doigt de gant. L'insomnie, la soif, parce que dans les Vosges ruisselantes d'eau, ce sommet n'est qu'un rocher. Le froid, la mort habitent ce haut lieu du sacrifice. Nulle équipe qui monte au bois ne revient au complet. Donc c'est limite un petit Verdun en fait. Hein. On en est là. Cependant, toutes s'y engagent autant de fois qu'il le faut. Les sapeurs, les ravitailleurs, les brancardiers, les téléphonistes, dont tout l'effectif restera sur la piste sanglante, pourra écrire Henri Cotias. Voilà, donc tout le matériel en gros a été laissé sur la piste. Hein, voilà. À 15 h 30, une attaque sur la 4e compagnie est bloquée par les mortiers de la section fraîche de la CM, je ne sais pas ce que c'est. Un nouvel essai de la 2e unité du 6e sur le droit de Souls échoue. Donc voilà, les Allemands y tiennent. Hein. Ça n'a pas été une bataille facile. Le 20, le déluge d'artillerie continue. La SEM2 est anéantie. Donc voilà, il y a un bataillon en moins quoi, qui s'est fait anéantir. Establi, blessé, fait déposer son fanion. C'était le nom d'une autre unité, enfin un autre groupe. Establi, déposé son fanion OPC du 3e, de la 3e unité du 6e. Et la 4e compagnie quitte la Grand Roche pour prendre sa place dans le bois. Le capitaine Castel de la 8e compagnie et l'aspirant Peniez de la 2e sont tués. Donc voilà, il y a 2 chefs qui sont morts. Le chef et le bataillon Mario est blessé et le capitaine adjudant-major Lorenzi prend le commandement. Les pertes de la journée sont de 125 hommes. La tension est à l'extrême. Le général Guillaume, commandant de la 3e DIA, vient dans l'après-midi au PC du régiment. Donc voici les Américains. La 3e DIA, la 3e division d'infanterie américaine, c'est également le nom d'une rue dans mon village. Voilà. Donc voilà, par là où ils sont passés pour venir en secours. Il sait qu'il faudrait au moins relever le deuxième groupe du 6e, mais n'a pas un bataillon frais. Donc voilà, ils sont tous crevés. Le 20 au soir, le capitaine Cotias fait au colonel Baïf le bilan de la situation. Il énumère ses pertes qui dépassent 300 hommes aux officiers
tués et blessés. Une compagnie, la 6e, n'a plus un seul officier français. Il souligne le manque de cadres, tous à bout de force. Il termine, vous m'excuserez de ma franchise. Je ne puis assurer de pouvoir repousser la prochaine contre-attaque, qui est sans doute pour demain matin. Ce billet est daté à 19 h. Et puis, c'est au moment où tout apparaît sur le point de casser que la roue tourne. La nuit du 20 au 21 est calme, et surtout il cesse de pleuvoir. On peut faire redescendre les compagnies les plus épuisées et qui ne présentent plus de force réelle. La 7e, la 9e, la 4e, la 5e, des gens hirsutes, aux traits tirés, aux yeux brillants, tous posent avec peine sur le sol, leurs pieds endoloris, blessés par la gelure. Il faut quand même se dire qu'ils ont été pendant 3-4 jours là, dehors dans le froid alors qu'il pleuvait. Et il fait froid chez nous quand il pleut l'hiver et tout. C'est en octobre donc il fait froid, il fait vraiment un temps de chiotte. C'est comme on dit chez nous, c'est là où on fait des gosses, voilà. Le 21e jour, l'artillerie ne cesse pas. Le capitaine Mathieu de la 4e compagnie est tué. Les pertes du régiment sont de 150 hommes. Le 22 est moins meurtrier. L'artillerie ennemie semble viser un peu plus les arrières, les positions de mortier, le centre de ravitaillement. Plusieurs mulets sont blessés. Le 23, l'intensité du feu diminue encore. Il est vrai que l'artillerie et l'aviation alliée s'appliquent à la contre-batterie. Donc voilà, et après il y a eu les avions. Mann! Los an den Gel, die kommen! Sehen Sie denn nicht, die kommen? Los, auf mit ihnen! Mann! Dort! Sind Sie verrückt geworden? Was machen Sie denn? Wohin schießen Sie denn? Sie Blindgänger! La 8e compagnie est réduite à 38 hommes, la 7e à 21, la SEM2 à 1, il n'y a plus qu'un homme de la compagnie, putain, ça, ils ont dû morfler, hein, sérieux. Le poids décroissant de l'orage d'acier se confirme le 24, le dernier jour de la bataille. La 3e compagnie se relève, la 4e, le 25 et le 26 sont presque calmes, c'est-à-dire qu'il ne tombe que des rafales sporadiques. Non, ça s'est terminé le 28 octobre, pas le 24, qu'est-ce que je dis? Enfin, le 27 octobre, le 7e régiment de tirailleurs américains vient remplacer le 6e régiment de tirailleurs marocains après passage des consignes dans un brouillard qui paraît gêner les artilleurs ennemis. Le 1er bataillon du 6e régiment et la 7e compagnie quitte Cornimont à peine 21 h. Il fait beau, clair de lune. Le 28, c'est le tour des 5e et 6e compagnies et de l'ACM, puis des unités régimentaires. Le 3e bataillon du 6e régiment, relevé le 28, redescend à son tour. Le régiment se regroupe entre Cornimont et Saulxures pour embarquer en camion. En 12 jours et 11 nuits, de combats et de souffrances, le 6e régiment de tirailleurs marocains a percé la Winter Linie, donc la ligne d'hiver allemande, et s'est maintenu sur ses positions comme il avait forcé la ligne Gustave. 5 mois auparavant, le régiment a perdu 127 tués, dont 8 officiers, 764 blessés, dont 13 officiers, et 103 gelés, donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faisait froid, 24 disparus, soit 915 pertes sur un effectif combattant
de quelques 3000 hommes. Donc c'est quand même 30% de son effectif, ah bah voilà, c'est-à-dire 30,5% en 12 jours. Cela représente presque 60% des pertes subies en Italie en 5 mois. Donc c'est en 5 jours, ils ont fait la moitié quoi, putain. Le 2e bataillon, à lui seul, a perdu 456 hommes, dont 11 officiers. Les cadres et les tirailleurs français ont payé de leur personne avec 13 sous-officiers et 15 caporaux et tirailleurs tués, environ le double de blessés. Il n'est pas surprenant que le Haut-Fain soit resté dans le souvenir des survivants d'une des grandes affaires du régiment digne de figurer sur son drapeau. Voilà les amis, bon, on a fini pour ce côté histoire très spécial. J'espère que ça vous aura plu. Bon, quand j'ai lu, vous avez peut-être pas tout compris comme il faut. Moi-même, je me suis un petit peu perdu au début avec les 6e régiments, les unités, les bataillons, voilà. C'est dur de comprendre, surtout que je connais pas toutes ces personnes, hein. Donc voilà. Mais globalement, vous avez un peu compris ce qui s'est passé. Pendant 5 jours, le régiment de tirailleurs marocains s'est battu. Ils ont été divisés en plusieurs groupes. Ils ont tenu le front, ils ont avancé. Et ils y sont allés jusqu'à la mort, étant blessés. Ils ont été à court de munitions, à court de vivres pour se nourrir. Ils étaient morts de froid parce qu'il pleuvait pendant 5 jours. Ils étaient au bout du rouleau. Ils ont cru qu'ils allaient tous y passer parce que les Allemands tenaient. Et finalement, les Américains sont venus en renfort. Et ils leur ont apporté du soutien, et tout est bien qui finit bien. Le régiment de tirailleurs marocains a permis la percée en Alsace, de percer la première ligne de défense d'Hitler. Salut à tous les amis, pensez à liker si ça vous a plu, à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à partager, à liker, à vous abonner. Salut à tous, et j'espère que cette balade vous aura plu. Et vive les jeux vidéo. Désolé si je fais un peu n'importe quoi, je suis fatigué. Je vais rentrer chez moi, boire une bonne bière. Salut à tous et vive la nation. Voilà. Salut à tous. Vive la France. Tout ça pour vous dire, je sais, j'ai pas le même maillot, mais c'est un autre jour. Voilà, c'est après que j'ai fait mon schéma et tout ça. J'ai vu que la bataille du Haut-du-Fain était considérée comme la plus violente, enfin en tout cas l'une des plus violentes des Vosges de la Seconde Guerre mondiale. La plus violente des Vosges de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas concerné que Cornimont, il y a aussi la Bresse qui s'est battue, notre village voisin, au-dessus, et c'était plus les résistants qui essayaient de donner un coup de main. Eux, ils récupéraient aussi les blessés allemands. Les blessés allemands redescendaient du côté de la Bresse pour repartir de plus belle du côté alsacien, hein, puisque par la Bresse, on peut rejoindre également l'Alsace. Et la Bresse était encore sous contrôle allemand.